Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Donc, moi, je parlerai de l'islamisme et des femmes. Et je commence par l'islamisme. Pour rappeler que le terme islamisme a été créé au XVIIIe siècle pour désigner la religion musulmane et à la place du terme mahométisme. Et c'est ainsi qu'on le retrouve dans les textes de Voltaire. Cependant, Voltaire utilise les deux termes en même temps, l'islam et l'islamisme. Il a utilisé le terme islam lorsqu'il a parlé du verset 19 de la sourate 3, la sourate La famille d'Imran, le verset qui dit « La religion de Dieu est l'islam ». À ce moment-là, il a utilisé le terme islam, ce qui me permet de déduire qu'il y avait une volonté de créer un terme nouveau comme équivalent du terme arabe islam dans la langue française. Et c'était l'islamisme, et en même temps qu'il ne soit pas trop loin du terme arabe islam, étant donné que l'islamisme est constitué du terme islam et du suffixe isme. Au début du XXe siècle, le terme islamisme cède la place au terme islam pour désigner la religion musulmane. Et là, on constate également qu'il y a un changement dans il y a une évolution, si je peux dire, ou un changement lexicographique qui révèle un désir de remplacer les termes français par des termes arabes lorsqu'il faut parler de l'islam. C'est ce que je constate aujourd'hui concernant certains termes français aussi, qu'on remplace par des termes arabes comme par exemple le voile ou le hijab prend la place. Au début, vers les années 1970, le terme islamisme revient, on l'utilise à nouveau, mais avec un autre sens. Il ne désigne plus l'islam tout court, mais l'islam politique. Concernant les intellectuels français ou les écrivains français, dans leur grande majorité, qui sont des spécialistes de l'islamisme, ils présentent l'islamisme avec trois critères principaux. Ils le présentent comme un islam politique distinct de l'islam, comme un mouvement politique contemporain et comme un terme qui désigne les mouvements politiques islamistes ou au nom de la religion ont voulu prendre le pouvoir dans leur pays au XXe siècle et pour appliquer plus de religion, plus de charia et parfois même en utilisant la violence. Quand je regarde cette définition de l'islamisme, donc dans l'école française, celle qui s'est répandue en France et même elle s'est répandue dans le monde anglo-saxon, je constate qu'elle n'est pas conforme ou elle ne prend pas en compte l'histoire de l'islam, l'histoire politique des pays musulmans et la conception que les musulmans eux-mêmes ont de leur religion. Donc c'est une définition, je dis que c'est une définition qui est une fabrication occidentale. Pourquoi ? Je reviens au terme islamisme. Lorsqu'il a été forgé pour désigner l'islam politique comme distinct de l'islam, ce terme et ce concept n'étaient pas connus du tout dans la pensée musulmane et le terme islamisme lui-même n'avait pas d'équivalent dans la langue arabe. Il a été donc fabriqué en Occident et les intellectuels musulmans arabophones ont essayé après de lui trouver un équivalent dans la langue arabe. Ils ont créé le terme islamawiya. Donc islamawiya pour désigner l'islam politique, mais il est très peu utilisé dans la langue arabe. Hormis certains cercles, la population n'a pas l'habitude de concevoir sa religion comme une religion qui est dissociée de sa dimension juridique, donc politique. Et pour elle, donc l'islam, il n'y a pas un islam politique et un islam qui n'est pas politique. Il y a un islam qui n'est pas dissocié de sa dimension juridique et donc politique. Car quand on parle de l'organisation sociale, on parle de l'organisation politique. Concernant l'imbrication de la dimension spirituelle et la dimension juridique et donc politique, car c'est cela que veut dire le terme islamisme comme islam politique. Cette imbrication également
n'est pas nouvelle. Ce n'est pas un phénomène spécifique à l'époque contemporaine. L'imbrication entre la dimension spirituelle et la dimension politique en islam remonte à l'an 622. L'an 622, c'est l'année où le prophète est parti, Mohammed, le prophète de l'islam, a quitté la Mecque pour aller vivre à Médine. Comme vous le savez, dans l'histoire de la révélation musulmane, il y a deux époques. L'époque de la Mecque, qui commence elle commence en 610 et elle se termine en 622. Et la deuxième période, elle commence de 622, elle se termine en 632 avec la mort du prophète. Donc il y a eu un changement dans la vie du prophète lui-même, car à Médine, il construit la première société musulmane et il devient, en plus d'être prophète, un homme d'État et un chef des armées. Mais le plus important, c'est que les versets coraniques, qui avaient un caractère quasi spirituel pendant la période de la Mecque, vont prendre encore, les versets coraniques, oui, vont donc prendre encore un caractère juridique. Je dis encore car ils avaient toujours le caractère spirituel, mais un autre caractère, le caractère juridique, car c'est dans la période de Médine que tous les versets qui portent des recommandations juridiques appartiennent à cette période de Médine. Donc l'imbrication a commencé à ce moment-là et elle a été consolidée après la mort du prophète. Elle a été consolidée par des événements politiques qui ont surgi. Elle a été consolidée par le droit musulman qui a été mis en place entre le 7e et le 10e siècle. Et ce droit musulman a pris tellement de place au point où certains disent qu'il avait pris plus d'importance que la dimension spirituelle en islam. Ce qui a fait réagir certains nouveaux musulmans, notamment, qui étaient basés en Irak notamment, et cela a suscité une question théologique très importante, c'est la question de la nature de l'islam. Mais qu'est-ce que l'islam? Est-il une spiritualité ou une organisation sociale et politique? Qu'est-ce qu'être musulman? Dans mes travaux, j'ai considéré cette question comme la seconde question fondamentale de la pensée musulmane. Pour moi, la première question fondamentale, c'est celle de la pensée comme source de connaissance face à la révélation. Et la deuxième, c'est celle de la nature de l'islam. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette question. Vers le XIIe siècle, c'est la conception des juristes, et que j'appelle l'islam des juristes, pour souligner la dimension juridique. Donc l'islam des juristes a fini par s'imposer. Et c'est la conception de l'islam chez la grande majorité des musulmans. Maintenant, concernant les mouvements politiques que l'école française, comme on peut dire qu'il y a une école française dans le domaine de l'étude de l'islamisme, qui considère ou qui utilise le terme islamisme pour désigner ces mouvements contemporains qui ont commencé au XXe siècle. En réalité, l'histoire de l'islam dès la mort du prophète est marquée par des mouvements politiques puritains, fondamentalistes, violents, qui voulaient prendre le pouvoir pour imposer plus d'islam, plus de religion, plus de charia. Pour dire que ces mouvements aussi ne sont pas contemporains ou nouveaux dans l'histoire de l'islam. Et autre chose qui est très important à souligner, si l'islamisme est l'islam politique, autrement dit, si l'islamisme est un islam qui se mêle de la politique et une politique qui est pratiquée au nom de l'islam, eh bien, ce caractère ne concerne pas uniquement les mouvements fondamentalistes politiques tels que les frères musulmans, les wahhabites. Il concerne aussi tous les États musulmans presque, qui affirment tous dans leur constitution que l'islam est la religion de l'État et qui ont introduit la charia dans leur texte juridique. Donc à partir de là, on peut dire que cette définition telle qu'elle est présentée en France n'est pas très conforme à la réalité historique, la réalité théologique, la réalité actuelle des pays musulmans. Me concernant, je considère que si le premier caractère de l'islamisme
réside dans cette imbrication entre le spirituel et les politiques. La deuxième caractéristique, ou la seconde, si on peut dire, parce que je me contenterai de celle-ci que je considère très importante, la deuxième réside dans les privilèges que l'islamisme accorde aux hommes au détriment des femmes. Donc c'est un caractère que tous les mouvements islamistes ou tous ceux qui pratiquent la politique en s'appuyant sur l'islam sont d'accord sur le fait que les hommes doivent avoir plus de droits que les femmes. Et cette imbrication, ce désir, si je peux dire, de donner aux hommes plus de droits que les femmes, remonte elle aussi à la période de Médine. Étant donné que tous les versets coraniques qui parlent de la relation entre les hommes et les femmes, tous ces versets appartiennent à la période de Médine et tous ces versets donnent plus de droits aux hommes qu'aux femmes et ils considèrent les femmes même comme des êtres subalternes. Certains féministes islamiques, hommes et femmes, ne sont pas d'accord avec ce discours, évidemment. Donc, je considère que c'est le deuxième caractère de l'islamisme. Aujourd'hui, ce désir ou cette réalité où les hommes ont plus de droits que les femmes, elle ne concerne pas uniquement les partis fondamentalistes, ni les États fanatiques tels que l'Iran et l'Afghanistan. Dans tous les pays musulmans, ou je dirais à majorité musulmane, hormis peut-être quelques-uns, tous accordent aux hommes plus de droits qu'aux femmes, tous soumettent les femmes à une situation d'infériorité au nom de la charia. Donc, dans ces pays, c'est l'État lui-même et le droit qui discriminent les femmes pour des raisons de genre. L'État et le droit qui ont normalement le devoir de protéger, au moins, disons, de combattre les discriminations et d'être justes. Maintenant, je voudrais parler un peu des modernistes et des démocrates musulmans, notamment du début du XXe siècle. Ces modernistes et ces démocrates étaient très intéressants étant donné qu'ils ont entamé ce qu'on appelle la modernisation des sociétés musulmanes dans tous les domaines et notamment le domaine de l'organisation de l'État et du droit. C'était la période qu'on appelle en arabe la période de la Nahda. Et la période de la Nahda, elle commence du début du XIXe siècle et elle se termine à la fin de la première moitié du XXe siècle. Donc ils ont en effet modernisé l'organisation de l'État avec l'adoption notamment du système constitutionnel et ils ont modernisé aussi le droit en grande partie. Ils ont par exemple aboli l'esclavage. Ils ont aboli aussi beaucoup de châtiments corporels. Cependant, tous ces modernistes ont décidé que le domaine de la famille, quand on dit le domaine de la famille, on dit le domaine des relations hommes-femmes. Ce domaine-là doit rester géré toujours par le droit musulman. Comme si il fallait moderniser la société, le droit, la politique, mais jamais renoncer aux privilèges que les hommes ont ou que l'islam donne aux hommes. Donc c'est un point commun, hormis Atatürk, tous ont décidé que le droit de la famille doit rester géré et administré par la religion, c'est-à-dire la charia. Certains pays comme l'Algérie, depuis 1963, le Maroc depuis 2011, la Tunisie depuis 2014, ont précisé dans leur constitution qu'il y a égalité entre tous les citoyens et citoyennes. Cependant, aucun de ces pays ne respecte cette égalité dans le domaine du droit. Tous se réfèrent à la charia qui donne des privilèges aux hommes au détriment des femmes.
Certains pays de l'Afrique subsaharienne, comme le Sénégal, déclarent même dans leur constitution qu'ils sont laïcs. Or, le droit de la famille est régi par des lois de la charia. Donc, comment expliquer cette position de ces démocrates et de ces modernistes? En réalité, ce sont des démocrates et des modernistes, mais ils n'étaient pas aussi modernistes au point de renoncer à leurs privilèges. Et personnellement, je considère que le fait qu'ils ont inscrit dans les constitutions de ces pays que l'islam est la religion de l'État, ce principe avait comme objectif, un des objectifs les plus importants, c'était de soumettre les femmes aux lois qui les discriminent au nom de la charia. Parce que s'ils ne l'avaient pas mis au sein de la Constitution, ils n'auraient pas pu dire que le droit de la famille doit rester sous le regard des religieux. Atatürk a déclaré que la Turquie était laïque, mais à l'époque, c'était le seul pays musulman. Après, il y a eu quelques pays de l'Afrique subsaharienne, mais qui ne respectent pas cette laïcité. Aujourd'hui, les seuls pays qui se disent laïques dans leur constitution, nous avons l'Azerbaïdjan, la Turquie, c'est une laïcité évidemment différente de celle de la France, et l'Albanie qui se dit un État neutre. Et donc, personnellement, j'ai réalisé une étude que j'ai intitulée Le Maghreb, l'impact de l'islam sur l'évolution sociale et politique des 3 pays du Maghreb. Je parle de cette évolution et comment ces démocrates et ces laïcs ont une grande responsabilité dans l'échec de la Nahda, de cette période de modernisation des sociétés musulmanes. Ils ont une grande responsabilité. Pourquoi? Parce qu'en introduisant l'islam comme religion de l'État, en introduisant la charia dans le domaine du droit, ils ont permis aux religieux de s'introduire davantage et toujours un peu plus dans le domaine constitutionnel et le domaine du droit. Aujourd'hui, on n'assiste pas uniquement à un échec de la Nahda, on assiste également à un renoncement progressif aux acquis de la Nahda. Maintenant, concernant les groupes islamistes, qui sont très actifs dans le monde musulman, mais aussi en Occident. Tous ces groupes ciblent la femme en premier lieu. Pourquoi? Je citerai 3 raisons seulement. La première, parce que l'islamisme est un conservatisme et un patriarcat. Le conservatisme islamique est un patriarcat. Donc, et dans tout patriarcat, il ne peut exister que s'il arrive à soumettre les femmes. Donc, il cible les femmes. Deuxième raison, c'est que les femmes sont les moins avantagées dans les règles de la charia. Les hommes le savent, et les islamistes aussi. Ils savent que les femmes sont les moins avantagées. Ils savent que s'il y a rébellion, elle viendra de la part des femmes. Comme dans tout système, ceux qui se rebellent, ce sont ceux qui sont les moins avantagés. Donc, on met de la pression sur les femmes pour qu'elles ne se rebellent pas. Pour que, non seulement elles ne se rebellent pas, mais pour que ce soit elles-mêmes qui acceptent cette situation d'infériorité et qu'elles la défendent. Et le 3e élément, il concerne le port du voile. Il faut savoir que le port du voile, dès le début du XXe siècle, les frères musulmans ont fait en Égypte du port du voile une arme de guerre. Pour eux, il fallait réislamiser les sociétés musulmanes et ils ont vu dans le port du voile par les femmes, c'est les femmes qui portent le voile, le meilleur moyen de réislamiser ces sociétés. Pourquoi? Parce que le voile se porte dans l'espace extérieur et parce que dans une société, si vous voulez savoir si elle est musulmane ou pas, il faut voir le nombre de femmes qui portent le voile dans l'espace extérieur. Je parle d'un voilomètre pour dire que le voile mesure le degré d'islamisation ou de réislamisation d'une société et c'est la même chose qui se passe
en Occident. Je termine avec juste une petite remarque qu'il faut réellement que je souligne, c'est que, pour dire, y a-t-il en islam un islam qui n'est pas un islam politique? Je dirais oui, pendant la période de la Mecque. Autrement dit, avant que le prophète n'aille vivre à Médine. Il y a eu une époque où l'islam était un islam et non un islamisme. Deuxièmement, dans l'histoire de l'islam, il y a eu des mouvements qui voulaient ou qui ont revendiqué un islam uniquement spirituel. Ils n'ont pas réussi à s'imposer. Aujourd'hui, il y a des musulmans aussi qui s'arrêtent au niveau du fait d'avoir la foi et qui se limitent à certaines pratiques du culte et qui ne veulent pas aller au-delà. On peut dire aussi qu'ils ont donc un islam qui n'est pas un islamisme. Voilà ce que j'ai à vous dire pour cette conférence de l'islam et des femmes. Merci pour votre attention.